Bienvenue dans l'épisode 4 du podcast du Bartage et c'est toujours un plaisir de vous retrouver. Les rencontres sont encore très restreintes à cause du virus, aussi nous continuons à réaliser ce podcast avec des rubriques qui, nous l'espérons, vous accompagnent au mieux. Pour cet épisode, Marianne, du Baromé, lit un conte de l'Entre-deux-Mers de Jean Carrier et c'est un délice de l'entendre. Mathilde, cette fois-ci, évoque les rôles inversés entre les aidants et les aidés. Les parents deviennent alors les enfants de leurs enfants. C'est pas si simple de s'y retrouver. Valérie vous invite à vous fixer des objectifs. Ça stimule le bien-être, paraît-il. Quant à Edwige, ses conseils, toujours très utiles, s'orientent dans ce 4e épisode vers le réaménagement de son domicile pour y rester le plus longtemps possible. Et pour clore l'épisode, Isabelle, participante du Bartage, témoigne sur son rôle d'aidante et nous laisse sur une note optimiste. Alors, avertissez vos oreilles, nous sommes tout près de vous. Bonjour à toutes et à tous, Marianne et Fabienne en direct du Baromètre. Et bien pour changer un petit peu, on va vous lire un petit conte de l'Entre-deux-Mers, récit de Jean Carrier. Et aujourd'hui, ça s'appelle La source de la comtesse. Dans le parc du château de la Benoche, à la Boye, il y a une source que l'on appelle la source de la comtesse. Autrefois, la comtesse de Benoche s'y faisait porter pour prendre son bain. Quand le temps était mauvais, les paysans, et lui devaient une journée de travail obligatoire, partaient avec des mules chargées de tonneaux pour lui ramener cette eau précieuse. Parce que cette eau, on lui attribuait beaucoup de vertus, une réputation de jouvence qui réveillait l'instant perdu. Cette eau vient de la résurgence d'une rivière souterraine qui coule dans de la grave. Elle était très pure, peu calcaire, toujours claire, impeccable, et elle était potable. Il n'y avait jamais d'araignées dans la source et les feuilles n'y pourrissaient pas. Et jusqu'à une époque pas très éloignée, les femmes faisaient des kilomètres à travers les bois pour venir chercher l'eau de cette source. Malheureusement, elle est polluée maintenant et on ne peut plus la boire. Aujourd'hui, c'est nuit tombante qu'il faut aller à la source miraculeuse de la comtesse. C'est un terme paysan, ça. C'est pas l'heure officielle ni l'heure légale. Le paysan, il marche nuit tombante. Parce qu'à ce moment-là, de temps en temps, il paraît que la Vierge fait des apparitions. Moi, j'en connais qui vous en parleraient de la Vierge de la Boyle. Mais c'est à la tombée de la nuit en principe. Alors là, vous risquez de voir des choses, ma foi, que l'on ne peut pas tellement expliquer. Vierge pour les uns, fée pour les autres, ou Aphrodite, déesse de l'amour sans doute. Voilà, c'était le petit moment de poésie du Baromètre. On vous fait de gros bisous, on espère que tout le monde va bien. On est ouvert tous les matins, sauf le mardi. Ça nous fera super plaisir de votre visite. On vous embrasse très fort et à une prochaine pour un podcast du Bartage. Bonjour à tous. J'espère que vous allez bien. Nous nous retrouvons ici pour un 4e épisode. Cette fois-ci, je vais vous parler de la relation qui s'inverse entre un aidant et un aidé. Quand l'enfant devient le parent de son propre parent, la logique de la roue qui tourne entraîne, tôt ou tard, le fait que nous accompagnons nos parents. Et pourtant, qui s'y prépare ? La vieillesse modifie les rapports dans le système familial, aussi bien parents-enfants qu'entre frères et sœurs. Lorsque l'aidant accompagne son parent dans la dépendance, la perte d'autonomie et la relation d'aide qui s'installe viennent quelque part inverser les rôles parent-enfant. Le parent aidé est une figure d'identification lorsque nous sommes enfants. De ce fait, la maladie a un impact direct sur la structure identitaire puisqu'il ne peut plus faire preuve de sa position de parent auprès de ses enfants. À ce moment, c'est un véritable chamboulement. Nos points de repère, voire même nos valeurs, sont remis en question. L'enfant se retrouve à s'occuper de ses parents comme un nouveau-né. Il se retrouve leur phare, le guide dans les actes de la vie quotidienne, assure des soins d'hygiène comme couper les ongles de pied, couper la moustache, l'aide à manger si besoin, le rassure la nuit. Tant de petites choses qui permettent d'assurer le maintien à domicile. L'auteur du livre « Accompagner un parent dépendant », Jean-Yves Révaux, évoque les situations où il s'est senti le père de son père et qui l'ont bouleversé. Notamment un soir de Noël, suite à un malaise de son père, il s'est retrouvé à le changer, le doucher, puis le coucher.
Le bouleversement signifie subir un grand désordre. Et en effet, cette inversion des rôles peut amener à ressentir ce désordre. Nos habitudes, nos statuts, nos hiérarchies, tout se modifie, parfois même brutalement. Alors, je ne sais pas s'il y a une façon de s'y préparer. En tout cas, c'est tout à fait normal de ressentir ce chamboulement, de peut-être culpabiliser ou aussi de ressentir des limites, car nous ne sommes pas tous égaux devant les épreuves à surmonter. Dans ce cas, n'hésitez pas à faire appel à des professionnels. Cette inversion des rôles peut être un facteur de l'épuisement, car durant cette période, le réaménagement et le bouleversement des relations familiales ont un impact direct sur les aidants familiaux. J'espère que cette partie vous aura intéressé. À très vite, Mathilde. Le podcast du Bartage, on l'écoute quand on veut, où on veut. Bonjour, aujourd'hui pour ce 4e épisode du podcast du Bartage, j'ai envie de vous parler d'objectifs. Et plus précisément, comment se fixer des objectifs peut nous rendre heureux. Alors oui, vous allez me répondre, c'est bien sympa, mais ai-je bien le temps, moi qui suis aidant, puis-je avoir la tête à ça, alors que mes journées sont déjà ultra bien remplies et que j'ai l'esprit trop encombré par ce à quoi je dois penser pour assumer mon quotidien et celui de mon proche ? Effectivement, c'est beaucoup à faire, à penser pour être à la hauteur de pouvoir assurer toutes vos tâches. Mais si je vous parle de la bienfaisance de se fixer des objectifs, c'est parce que justement cela permet de porter le regard vers un ailleurs plus souriant. Attention, je ne parle pas d'atteindre la lune, ni de vous infliger une rigueur à poursuivre un but précis. Avoir des objectifs, c'est s'approprier les choses, s'approprier soi-même, se mettre en mouvement, reprendre le contrôle de sa vie quand c'est nécessaire. Bref, avoir des objectifs, c'est se ranger du côté de l'espoir. Et puis, il n'y a pas de doute là-dessus, on peut parler des bienfaits des objectifs sur la santé et notre bien-être. D'ailleurs, lorsqu'on parle de santé, on a tendance à penser au corps humain et naturellement à la santé physique. C'est une composante primordiale de la santé, en effet. On implique dans cette santé physique l'état de nos organes et de tout ce dont notre corps est composé. Il en est de même pour le bien-être. En revanche, il y a une composante tout aussi importante, si ce n'est plus, de la santé, qui est la santé mentale, que j'appellerais plutôt ici la santé de notre esprit. Être en bonne santé physique permet a priori de vivre plus longtemps, mais on sait aussi que la santé de notre esprit est nécessaire à notre épanouissement et notre bien-être. Alors, pourquoi les objectifs favoriseraient-ils une bonne santé de notre esprit ? Tout d'abord, les objectifs donnent du sens. Le fait de se fixer des objectifs permet de redonner du sens à ce que l'on fait et cela est bénéfique pour le moral. Avoir le moral à zéro n'est pas favorable à une bonne santé. En revanche, la bonne humeur et l'enthousiasme favorisent la longévité. Le simple fait de sourire et de se sentir satisfait est bon et fait du bien. Et puis, se fixer des objectifs permet également de renforcer l'estime que l'on a de soi. Et cela permet d'éloigner le sentiment très courant de culpabilité. Et puis, les objectifs aussi favorisent la réalisation de soi. Les projets sont initiés par des objectifs explicitement définis ou non. Quand on comprend que les objectifs permettent de concrétiser quelque chose qui était imaginaire, on voit bien que la réalisation de soi et l'accomplissement personnel passent par l'action et l'aboutissement de projets. Enfin, se fixer des objectifs augmente l'espérance de vie. Des études ont été faites sur la relation entre les objectifs et l'espérance de vie et il en ressort que les personnes ayant des objectifs vivent plus longtemps que celles qui n'en ont pas. Les objectifs permettent de rester actifs d'une part et favorisent la bonne santé de notre esprit d'autre part. Très bien, voilà, c'est dit. Les objectifs nous rendent meilleurs et plus heureux, certes, mais vous allez me dire des objectifs, oui, mais lesquels ? Comment les définir, les déterminer, s'y atteler ? Il n'est pas nécessaire d'établir un plan précis afin d'atteindre vos objectifs, mais il est néanmoins important de vous poser et de vous demander peut-être qu'est-ce que vous aimeriez améliorer, réaliser, concrétiser. Il est important que cela ait du sens pour vous. Et puis fixez-vous des objectifs faciles à réaliser, des objectifs sur lesquels vous avez le plus de contrôle possible. De tout petits objectifs sont tout à fait réalisables. Par exemple,
Vous vous sentez stressé tous les matins parce que vous savez que la journée va vous échapper et que vous allez passer votre temps à gérer un quotidien épuisant. Eh bien, vous pouvez vous fixer l'objectif qu'avant de démarrer la journée, vous trouvez une solution pour vous sentir bien. Prendre plus de temps pour vous, vous répéter de belles phrases positives, prendre le petit déjeuner calmement, partir vous balader. Bref, réfléchissez comment atteindre l'objectif pour commencer votre journée moins stressé. Dans la relation avec votre proche aussi, vous pouvez choisir des objectifs à mener. Attention, choisissez-les atteignables, sinon cela engagera beaucoup de frustration. Un exemple tout simple. Fixez-vous l'objectif de faire sourire votre proche une fois par jour. Vous allez solliciter une énergie créative incroyable, j'en suis certaine. Et cela va engager une action positive sur vos pensées. Bien sûr, toujours plus facile à dire qu'à faire, mais qui ne tente rien. Et puis, si vous vous fixez des objectifs, persévérez, ne lâchez pas. Notez-les dans un carnet ou sur une feuille. Marquez ce que vous avez fait pour les réaliser. Une fois atteints, gratifiez-vous, réjouissez-vous, vous pouvez être fier de vous. Alors voilà comment, simplement mais sûrement, se fixer des objectifs peut nous rendre plus épanouis. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler de notre domicile. Comment le réaménager pour pouvoir y rester le plus longtemps possible? Quelles solutions pour me faciliter la vie et celle des autres au quotidien? Tout d'abord, l'éclairage. Un éclairage constant est nécessaire. En effet, une mauvaise luminosité ou un manque d'éclairage dans une pièce peut agir sur notre humeur et peut être également à l'origine d'une chute. Il faut veiller à ce que le niveau d'éclairage soit suffisant dans toute la maison en multipliant les sources de lumière. C'est peut-être le bon moment pour vous de donner un coup de peps à votre maison en repeignant la pièce de vie d'une couleur claire ou en optant pour des rideaux type voilage qui laissent entrer la lumière. Si vous aidez au quotidien une personne en perte d'autonomie, vous pouvez installer des veilleuses qui restent allumées la nuit. L'installation d'un chemin lumineux pour se repérer dans l'obscurité peut contribuer à éviter des accidents et vous permettre de passer de meilleures nuits. Autre bonne astuce, installer des détecteurs qui permettent d'allumer lorsqu'un mouvement est détecté ou encore utiliser des interrupteurs avec LED intégrés qui seront visibles dans l'obscurité. Nous allons parler ensuite des déplacements. À l'intérieur de la maison, il est important d'aller d'un endroit à un autre sans rencontrer des obstacles, comme des tapis, des fils électriques, des petits meubles. Alors, faites de la place. Choisissez un tapis ras et lourd. Si ce n'est pas le cas, mettez un adhésif antidérapant. Fixez les fils et les câbles qui dépassent. Pour éviter les chutes, préférez de la moquette ou un revêtement fixé au sol par des antidérapants. Vous pouvez également poser des rampes pour monter et descendre les escaliers. De la même manière, des barres d'appui peuvent être disposées çà et là dans la maison pour aider les personnes à garder leur équilibre. La domotique. Cette technologie permet l'automatisation de l'habitat et permet de vivre à domicile en toute sécurité et confortablement. La domotique offre la possibilité de motoriser les volets et de centraliser le tout sur une télécommande utilisable depuis n'importe où dans la maison. Cela permet d'éviter les déplacements et les gestes répétitifs. L'automatisation de l'éclairage permet d'allumer la lumière sur simple détection du passage sans avoir à actionner d'interrupteur. Un thermostat programmable permet de réguler automatiquement la température en fonction de la saison, des pièces ou même du moment de la journée. Pour sécuriser sa maison, l'installation de détecteurs de gaz, de fuite d'eau ou encore de fumée peuvent informer lors d'un danger ou d'un événement anormal. Maintenant, allons voir un petit peu pièce par pièce. Au niveau de la cuisine, il faut privilégier une cuisine fonctionnelle avec des meubles assez bas pour que tout soit accessible depuis le sol. Évitez de mettre des ustensiles lourds en hauteur. Facile à manipuler et souvent plus pratique que les placards, les tiroirs sont la solution à privilégier dans la cuisine. Il en existe même certains avec une option de fermeture amortie pour un meilleur confort d'utilisation.
De même, un large choix de poignées est proposé, ce qui permet de choisir celle qui offre la meilleure saisie. La mode est aux tables hautes et chaises de bar, mais ce mobilier peut s'avérer peu confortable. Aussi, même si la cuisine est ouverte, il est important de disposer d'une table et de chaises dans le coin cuisine, afin de pouvoir s'asseoir, même pendant la préparation du repas. Voyons un peu la chambre. Pensez à retirer par exemple les descentes de lit qui peuvent très facilement faire glisser ou faire tomber une personne. D'autre part, en surélevant tout simplement son lit, on passe plus facilement et avec un moindre effort de la position assise à la position debout. Un lit avec sommier à télécommande pour rehausser le dos offre aussi un confort pratique. Voilà, je vous ai présenté quelques pistes pour vous permettre de mieux vivre dans votre maison. Je vous dis à bientôt. Nous arrivons à la fin de ce 4e épisode. Maintenant, le podcast du Bartage est référencé sur les plateformes d'écoute, Spotify et Deezer. Aussi, si vous le souhaitez, vous pouvez vous abonner et vous serez ainsi informé dès qu'un nouvel épisode est diffusé. Nous avons aussi une page Facebook, le podcast du Bartage, et si vous le souhaitez, vous pouvez nous laisser vos commentaires et ou vos demandes. Nous sommes toujours très motivés à répondre à vos sollicitations. En attendant, n'oubliez pas, prenez soin de vous. Sur ce, je laisse la place à Isabelle et à son agréable témoignage. Alors, être aidant familial, pour moi, c'est quoi ? C'est aider un proche qui est en perte d'autonomie. Donc dans la vie du quotidien, c'est-à-dire l'aider pour les repas, pour la toilette, ça peut être pour le coucher, le lever, ça peut être pour les médicaments aussi également. Donc tout ça, c'est dans le but de maintenir la personne à domicile le plus possible. Par contre, alors c'est difficile parce que quand on est aidant familial, nous ne sommes pas des professionnels, on n'est pas formés à ça. Et souvent, on est seul dans notre coin parce que ce que l'on vit au quotidien, les personnes qui ne sont pas dans cette situation ne comprennent pas forcément. Voilà, mais par contre, grâce au partage, ce qui est agréable, c'est qu'on peut échanger avec des personnes qui vivent la même situation. Ça peut être des idées, des astuces ou tout simplement parler de ce qui se passe au quotidien. Et du coup, on se sent soutenu et compris, puisque les personnes sont dans la même situation, plus ou moins, et comprennent parfaitement le sujet sur lequel on débat. Et ce qui est chouette, c'est que par ce biais-là, il y a du lien qui se crée avec les participants et leurs familles. Voilà, donc ça c'est positif et ça permet justement de soulager un petit peu le mental et de voir que on n'est pas tout seul et que finalement il y a des petites solutions qui peuvent un peu améliorer le quotidien et ça donne ça donne de l'espoir pour la suite. Voilà, bonne journée.